Bonjour à tous pour notre première émission sur la bande dessinée. On commence avec du surpuissant. Ouais, on va faire une émission sur Tintin. Mais non, c'est Cotine sur Spirou, la BD, hein, pas le journal. Oui, mille sabords. Et c'est ça que tu appelles du surpuissant, toi? Mais bien sûr, c'est Cotine. C'est une des BD les plus reprises avec énormément de styles différents. Mais que le grand cric me croque. Pourquoi pas commencer par Tintin? Tout bonnement parce que le 55e tome de Spirou et Fantasio vient de sortir. Ah ouais, ok. Sans compter les Spirou vus par. Oui, mais comment un seul RG a pu dessiner tout ça? Tu peux me dire? Il y a de la triche. Mais non, il y a beaucoup de dessinateurs qui ont dessiné ce personnage mythique. Et c'est d'ailleurs le thème de cette vidéo. Ah ok, attention, c'est parti. Pour commencer, le créateur de Spirou se nomme Rob Vell. Il crée ce personnage pour la naissance du journal de Spirou en 1938. Il le dessine avec un style enfantin, mais plutôt classique pour l'époque. Oui, il faut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de main, c'est ça? Bah bien sûr que si, pourquoi tu demandes ça, Cotine? Parce qu'ils dessinaient comme des pieds. Mais voyons, Cotine, c'était les tout débuts de la bande dessinée. Le dessin a eu le temps d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Spirou apparaît pour la première fois dans de courtes aventures où il joue des mauvais tours aux clients de l'hôtel. Puis, quelque temps après, il apparaît pour la première fois avec son écureuil. Spip, un cousin à moi. Non, son deck. Oui. Bon, peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale éclate. Ah oui, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui est pas vraiment très cool, ça, la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Rob Vell est donc mobilisé et c'est JG qui reprend la série. Et alors Il crée le personnage de Fantasio parce que l'éditeur voulait avoir un personnage un peu loufoque et drôle. Et il a réussi. Ça c'est sûr. Ensuite, Rob Vell revient du front et reprend sa série. Mais il garde Fantasio quand même. Mais bien sûr, c'est Cotine, on ne change pas une équipe qui gagne. Ouf. Peu de temps après, Rob Vell revend le personnage de Spirou à Dupuis. Celui-ci choisit de le faire dessiner par Franklin, qui adopte un style beaucoup plus moderne et dynamique. Il crée de nombreux personnages, le comte de Champignac, Zorglub, Zantafio et Sécotine. Passe-moi, je rêve. Il y a une Sécotine. Oui, c'est une journaliste. Il est pourtant très rare qu'un personnage féminin apparaisse dans les BD tout public de l'époque. Cool. Mais la plus grande trouvaille de Franquin est son contexte, le Marsupilami. Ah oui, tonton Marsu, c'est mon tonton. C'est mon tonton Marsu. Oh, gentil, Sécotine. Oui, tu es une gentille petite souris. Oh. Tu vas même avoir une double ration de prière ce soir. Yes. Malheureusement, après de nombreux albums, Franquin doit se retirer pour se consacrer entièrement à Gaston Lagaffe. Malheureusement, le Marsupilami s'en va avec lui. Oh, pourquoi tant de haine? Ce n'est pas de la haine, Sécotine. C'est juste que Franquin a gardé les droits d'auteur sur ce personnage et que Marsu allait appartenir à Marsu Productions pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, Marsu Productions étant racheté par Dupuis... Spirou et Fantasio peuvent récupérer le Marsupilami. Exactement. Ensuite, c'est Fournier qui reprend nos héros en les remettant à la mode pour défendre des causes comme le problème du nucléaire, les dictatures et bien d'autres encore. Il fait également apparaître des personnages tels que le magicien Hitokata ou la journaliste Auréa. Cette dernière fut utilisée pour remplacer Sécotine. Quoi? Mais c'est trop injuste. Mais non, il avait juste du mal à dessiner. Oui, bah il avait qu'à me prendre comme modèle, moi je suis facile à dessiner. Malheureusement, tous ces personnages disparaissent lorsque Fournier passe le flambeau à Nick et Covin, qui ne réalisèrent que 3 albums. C'est ensuite au tour de Tom et Jory de continuer brillamment la série. Mollo. Ils doivent tous avoir des styles très différents, non?
Pas vraiment, ces cotines. Ils essayent tous de garder un style très franquinien. Et voilà maintenant qu'il se met à inventer des mots. Franquin, franquinien, c'est cotinien, n'importe quoi. Après avoir fait pas mal de tomes sur des thématiques plutôt modernes telles que la médecine ou la robotique, et avoir créé le personnage de Vito Cortisone, Tom et Jean-Ry arrêtent la série mère. De 2004 à 2008, c'est Morvan et Munuera qui dessinent Spirou. Munuera utilise un style beaucoup plus manga. Ah bah lui par contre, il se gêne pas pour s'éloigner du style franquinien, hein, ça c'est sûr. Hein. Peut-être était-il moins attaché à Spirou. Mais dans ce cas-là, pourquoi reprendre la série alors? Mais c'est cotine, lorsqu'on te propose de reprendre une BD mythique, tu vas pas refuser. Tu es fier de le faire. Mais lorsque tu es fan de cette BD, eh ben tu oseras moins y toucher, changer de style, rajouter des personnages. Ah, ok. Et de là jusqu'à aujourd'hui, c'est Johan et Velman qui ont en main la série. Ils font réapparaître des personnages et usent un style nouveau, et vont jusqu'à donner un indice sur la prochaine aventure à la fin de chaque tome. Astucieux pour garder le lecteur en haleine. Maintenant, voyons la série des Spirou vue par. On commence par Vue par Sécotine. Créée en 2006, cette série de hors-série a commencé avec Johan et Velman pour Les Géants Pétrifiés. Ceux-ci avaient un style bien différent de celui utilisé pour la série actuelle. Ensuite, c'est au tour de Franck Le Gall de reprendre la série avec un style à la ligne claire. Ligne claire de la lune, mon ami Le Gall, prête-moi ta plume pour dessiner Spirou. Puis c'est Tara et Yann qui dessinent Spirou dans Le Tombeau de Champignac, où ils sous-entendent une relation amoureuse entre Spirou et ses copines. Où les amoureux, Et maintenant, Émile Bravo. Ah oui, Émile Bravo. Bref, Émile Bravo, de son nom de famille, utilise Spirou dans un paysage d'avant-guerre à Bruxelles et réinvente totalement l'univers. Ensuite, Schwartz et Yann dessinent le Groom vert de gris qui met en scène nos héros en pleine Seconde Guerre mondiale, encore à Bruxelles, avec un style proche de Tintin. Ensuite vient La Femme Léopard, dont nous attendons toujours une seconde partie. Entre-temps, Trondheim et Parme sortent Panique en Atlantique, une BD très à la Trondheim. Ensuite, c'est au tour de Maïko, Toldak et TM de sortir La Grosse Tête, une parodie de La Mauvaise Tête, une BD de Franquin. Bon, c'est fini là? Ah, c'est fini? Ah, oh, super. Je peux me repoudrer le nez, s'il te plaît, ça te dérange pas? Bien sûr. Et tu peux me regarder en me faisant un petit sourire? Oh, un plus grand sourire, là encore. Mais regarde-moi, tu regardes ailleurs, regarde-moi. Voilà. Merci. Au revoir, à bientôt, les amis. Bon, bien sûr, je vous conseille à tous la série Spirou ainsi que leur série. Mais regardez pas la série télé, elle est totalement nulle, d'après moi. Hein. N'oubliez pas de mettre un pouce comme ça, de lâcher des commentaires et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, patati patata. Et si ce n'est pas déjà fait, regardez nos autres vidéos. J'ai le scoop du siècle et je vous dis, grâce à mon poudrier appareil photo, j'ai le professeur M en plein tournage. C'est ça, oui? Comment? Comment ça? Comment ça, vous avez trouvé un autre espion?
Mais moi alors, vous allez tout de même pas m'éliminer, mais vous n'avez pas le droit de... Non, mais là...